Mesdames et messieurs, il est 13h30. Je peux ouvrir officiellement cette conférence de presse du Conseil d'État vaudois. Au nom de celui-ci, je vous remercie de votre présence ici et derrière vos écrans. La délégation du Conseil d'État se compose aujourd'hui de Mme Rebecca Ruiz, de Philippe Lebas, de Cécile Mahel et de moi-même. Nous sommes aujourd'hui accompagnés pour ce point presse par M. Karim Boubaker, médecin cantonal, par Philippe Eckert, le directeur général du CHUV, par Mme Stéphanie Monod, qui est chef de service de la santé publique vaudoise, par Denis Fouradevaux, qui est le chef de l'état-major cantonal de conduite, de M. Jean-Luc Schwar, chef de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, ainsi que de Laurent Koutaïsov, qui est vice-chancelier et chef du BIC. Mesdames et messieurs, partout en Europe, en Suisse et dans notre canton, nous sommes en train de vivre une situation extraordinaire pour la deuxième fois. Derrière ce paradoxe, il y a une réalité inquiétante. Les contaminations au coronavirus progressent à très grande vitesse dans notre pays et les hôpitaux voient affluer des patients qui ont de plus en plus besoin de soins, y compris de soins aigus. Personne n'est épargné. Depuis le début de la crise, vous aviez l'habitude de voir ma collègue Béatrice Métrault au point de presse du gouvernement à nos côtés. Et comme vous le savez, Madame Métrault est actuellement en isolement. Nous sommes en pensée avec elle et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. La crise exceptionnelle de l'épidémie de coronavirus que nous avons connue à partir du mois de mars de cette année s'inscrit dans la durée. Les experts ont toujours prévenu qu'après les mesures drastiques de semi-confinement permettant d'enrayer la progression de l'épidémie, nous ferions vraisemblablement face à une deuxième vague. Ce moment est arrivé. Comme Mme Ruiz l'expliquera, le système hospitalier est sous tension très grave, ce qui implique que nous devons prendre des mesures de protection de la population. Heureusement, nous abordons cette deuxième vague à bien des égards dans de meilleures conditions que la précédente. Les gestes barrières, se tenir à distance, se laver régulièrement les mains, porter un masque, sont désormais connus et nous avons les moyens de les appliquer. Notre organisation aussi a pu être rodée lors de la première phase et nous avons tiré les leçons que nous allons pouvoir appliquer dès maintenant. Durant l'été, notre dispositif de suivi des cas, le contact tracing et de mise en quarantaine, a été fortement renforcé. Nous sommes d'ailleurs le canton qui a le plus eu recours à cet instrument. Grâce à cet apprentissage, la volonté du Conseil d'État est que les mesures nécessaires à la protection de la population, qui doivent préserver la capacité du système de santé à soigner tout le monde, puissent se faire sans un impact trop fort sur la vie sociale, sur les libertés et sur l'activité économique. Tel est le sens aujourd'hui des mesures que nous annonçons qui nous permettent d'avancer sur la ligne de crête entre protection de la population et des plus vulnérables en particulier et maintien d'une vie sociale. Car malgré les mesures déjà prises et qui produisent leurs effets, nous devons constater la nécessité de freiner rapidement la croissance exponentielle des contaminations. Nous sommes conscients de l'ampleur des restrictions aux libertés que nous amenons, mais ces restrictions temporaires et circonscrites visent à préserver nos libertés et notre prospérité dans le long terme et à maintenir une vie sociale dans l'immédiat. Chacune et chacun en a besoin. Ainsi, ce n'est pas la peur qui nous guide, mais bien la responsabilité. Grâce aux expériences de la première vague, nous savons que nous pouvons surmonter la deuxième. Si nous avons attendu vendredi, aujourd'hui, pour communiquer, c'est que nous nous sommes vus à plusieurs reprises avec le gouvernement cette semaine, hier soir encore, et que nous avons consulté le conseil scientifique dont nous nous sommes dotés, le médecin cantonal
que nous avons eu des contacts étroits avec le Conseil fédéral, en particulier avec Alain Berset et Guy Parmelin, et ainsi qu'avec les autres cantons, en particulier les cantons de Suisse latine. Une leçon que nous avons tirée de la première vague est que les mesures prises doivent être simples, cohérentes, compréhensibles et, si possible, coordonnées à l'échelle du pays. Mes collègues Rebecca Ruiz, Philippe Lebas et Cécile Amarel vous détailleront les mesures que nous avons prises dans leur domaine de compétences respectifs. En l'absence de Béatrice Métrault, il me revient d'annoncer la réactivation des instruments institutionnels de gestion de crise. Ces instruments nous permettent de coordonner de manière efficace les acteurs extrasanitaires, notamment les forces de police du canton et la protection civile, et d'avoir une meilleure vue d'ensemble des acteurs, garantie de la cohérence du dispositif, ainsi que d'un pilotage plus fin. Dès lors, le Conseil d'État a constaté l'existence d'une situation extraordinaire au sens de l'article 12 de la loi sur la protection de la population et a décidé de réactiver le plan ORCA, organisation en cas de catastrophe. Cette réactivation implique la mise sur pied de l'état-major cantonal de conduite, l'EMCC, sous la conduite de Denis Froidevaux. Ayant tiré les leçons de la première vague, nous avons décidé d'établir 4 états-majors régionaux de conduite décentralisés sous l'organisation de l'EMCC, afin de coordonner au plus proche du terrain les différents partenaires impliqués, notamment les communes. Les forces de l'ordre obéissent donc désormais à une ligne unique de commandement. Le détail de l'organisation vous est fourni dans les documents qui accompagnent vos dossiers de presse et qui seront disponibles sur le site Internet de l'État de Vaud. Par ailleurs, nous mettons sur pied 2 nouvelles hotlines dès demain, dont les numéros seront affichés à l'issue de la conférence de presse et seront eux aussi disponibles sur les sites Internet de l'État de Vaud. Ceci pour répondre non seulement aux questions sanitaires que se pose la population, mais aussi sur des questions générales et également sur toutes les questions liées à l'organisation de manifestations. Mesdames et Messieurs, nous sommes, et si nous réactivons avec l'état-major de conduite, nous ne sommes néanmoins pas dans l'état de nécessité que nous avions brièvement connu au printemps et qui impliquait la suspension temporaire de la vie politique. Le Grand Conseil et les autres institutions continuent leur fonctionnement normal dans le respect des règles de protection sanitaire. La réactivation du plan ORCA et de l'EMCC signifie également une communication plus centralisée des autorités. Celle-ci se fera par le Bureau d'information et de communication du canton, le BIC, avec un soutien de la cellule de communication de l'EMCC. L'administration cantonale vaudoise donnera l'exemple en généralisant, là où c'est techniquement possible, le télétravail pour ses employés, afin de minimiser les déplacements et les rencontres de personnes. J'aimerais terminer cette introduction en disant que le Conseil d'État comprend la lassitude de la population et aussi les craintes très légitimes des personnes dont l'emploi est menacé, ainsi que les secteurs économiques, restauration, tourisme, culture notamment, qui sont particulièrement touchés par les mesures prises. Nous constatons nous-mêmes que certaines mesures peuvent apparaître comme incohérentes avec d'autres, que certaines mesures peuvent sembler cibler tel groupe plutôt que tel autre. Nous avons néanmoins constaté que les clusters d'infection démarrent souvent dans la sphère privée, là où, en situation de confiance et d'intimité, les gestes barrières ne sont que moins pratiqués et nous devons limiter les possibilités d'infection. Nous savons aussi, comme depuis le début de la crise, que ces mesures sont appelées à évoluer, que vraisemblablement la Confédération modifiera son propre dispositif. Nous ferons un suivi quotidien de la situation et reviendrons régulièrement devant vous pour communiquer l'évolution de celle-ci ainsi que les éventuelles adaptations du dispositif cantonal. Toute la difficulté politique est d'être capable de peser les différents intérêts en jeu et d'arbitrer, même en situation d'incertitude. Et j'aimerais redire que le but du Conseil d'État n'est pas et ne peut pas être de créer des restrictions pour elle-même,
Nous n'avons pas été élus pour cela. Nous le faisons car nous sommes unanimement convaincus, de même que les gouvernements des cantons proches, qu'elles sont nécessaires pour éviter le pire et que si elles sont appliquées scrupuleusement, si la population retrouve les gestes barrières là où il y a eu des relâchements, nous pourrons passer le cap de cette deuxième vague sans ajouter à la crise sanitaire une aggravation de la crise sociale et économique sur le long terme. Telle est notre volonté, avec l'implication responsable et solidaire de l'ensemble de la population. Nous y arriverons une deuxième fois. Je passe maintenant la parole à Rebecca Ruiz. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants des médias. Pour commencer ma présentation, un petit topo épidémiologique, si je peux le nommer ainsi, avec sur cette slide l'évolution des nouveaux cas confirmés positifs. Vous le voyez à l'écran, le 20 octobre, nous avions 507 personnes positives, le 21 octobre, 493, le 22 octobre, 562 personnes testées positives au coronavirus. Vous avez ici, sur cette slide que je vous présentais déjà lors de notre dernier rendez-vous, si je puis l'appeler ainsi, le 15 septembre dernier, le taux d'incidence pour 100 000 personnes durant les 14 derniers jours, avec la barre rouge qui traverse le slide devant vous, qui rappelle le chiffre de 60, ce chiffre qui a été posé par l'Europe et, disons, la plupart des pays occidentaux comme étant un taux au-dessus duquel on considère que la situation devient critique. Nous sommes aujourd'hui dans le canton de Vaud à un taux d'incidence de 600. Quelques mots maintenant sur l'évolution au niveau des tests. Le nombre de tests est passé d'environ 1800 par jour la semaine passée à près de 2000 en début de cette semaine. Entre le 14 et le 22 octobre, le taux de positivité, lui, est passé de 15 à 30%. Cette augmentation des demandes de tests génère une forte tension également au niveau des centres de dépistage de tests que nous avons mis sur pied dans le canton. Il y en a 20. Je reviendrai après sur ce qu'on met en place pour essayer de diminuer cette tension qui, il est vrai, implique des délais peut-être parfois pour obtenir un rendez-vous. En général, ce qui était prévu dans le dispositif, c'est que les gens qui s'adressent au centre de test puissent avoir un rendez-vous dans les 24 heures. Dans certains tests du canton, il y a aujourd'hui des délais qui vont au-delà et je reviendrai sur le dispositif qu'on met en place pour essayer de faire diminuer cette tension. La situation n'est pas seulement alarmante sur le plan des contaminations, cette évolution que je vous montrais dans la première slide, elle l'est aussi lorsque l'on regarde ce qui se passe à l'hôpital. Et j'aimerais vous montrer cette slide ô combien parlante qui concerne l'activité Covid du CHUV du 22 octobre en relation avec ce qui s'y passait le 13 mars. On y constate que nous avons aujourd'hui le même nombre de patients Covid que ceux que nous avions à la veille du semi-confinement le 16 mars dernier. Il paraît donc aujourd'hui indispensable de freiner les activités humaines pour diminuer les contaminations, car comme j'avais également eu l'occasion de le dire à la mi-septembre lors de notre dernière conférence de presse, la hausse des contaminations génère inévitablement une hausse des hospitalisations. Quelques jours après, cela peut être 10 jours après, 2 semaines ou même 3 semaines après. Cette hausse, mesdames et messieurs, va continuer, mais si on veut éviter une surcharge, qui, elle, pourrait avoir des conséquences dramatiques en termes de prise en charge des patientes et des patients Covid et non Covid dans notre canton, appelle des mesures populationnelles qui vont donc être prises et présentées par mon collègue, et ma collègue également. Au vu de la situation au CHUV plus spécifiquement, je dois vous annoncer que le CHUV a pris la décision de réduire de 30% son activité élective chirurgicale et médicale qui pourrait nécessiter une hospitalisation et donc que toute une série d'opérations non urgentes dans le domaine médical et chirurgical vont donc être repoussées jusqu'en décembre 2020 à partir de lundi. Concrètement, cela signifie que 5 salles d'opération seront fermées à partir de cette date. Monsieur Eckert pourra vous donner quelques informations complémentaires si souhaité.
Sur cette slide, vous voyez le nombre d'hospitalisations Covid pour l'ensemble du canton. La slide d'avant se concentrant essentiellement sur le CHUV. Et là aussi, vous voyez cette hausse qui s'amorce sur l'entier du canton. Au niveau de l'organisation générale sur le plan hospitalier, fort des expériences de la première vague, nous avons défini 4 niveaux de montée en puissance du dispositif socio-sanitaire vaudois, qui ne comprend donc pas seulement le niveau hospitalier, mais évidemment plus large, la question des AMS en particulier, de l'aide et des soins à domicile. Nous nous trouvons en ce moment au niveau 2, soit un système sous très forte tension, avec notamment des difficultés croissantes en raison d'un taux d'absence important du personnel lié à des quarantaines ou à des isolements. Et donc l'enjeu crucial pour les institutions, en particulier les plus petites, c'est de pouvoir avoir à disposition les ressources humaines nécessaires. Les patients Covid peuvent, quant à eux, être pris en charge dans tous les hôpitaux du canton, mais je vous le dirai, le CHUV prend cette décision de diminuer l'activité élective non urgente de 30% à partir de lundi et en fonction de l'évolution des prochains jours, cette part de l'électif non urgent augmentera certainement et les autres hôpitaux du canton devront également diminuer cette part de l'électif non urgent. Pour que cela se fasse, nous envisageons d'ores et déjà d'activer le niveau 3 que vous aviez ici sur cette slide, d'activer le niveau 3, ce qui impliquera également toute une série de points autres que la diminution de l'activité élective, avec une mise à disposition, cas échéant aussi, de personnel à la rescousse, si je puis dire, en fonction également de l'évolution des ressources humaines dans toutes les institutions sanitaires du canton. Quelques mots maintenant sur la situation dans les AMS et les établissements socio-éducatifs du canton. Je vous avais également présenté cette slide lors de la dernière conférence de presse. Sur les 180 TMS et ESE du canton, nous avons aujourd'hui 18 TMS, 4 ESE avec des cas positifs, cas Covid positifs. 98 cas positifs dans les AMS, 13 dans les établissements sociaux éducatifs et on enregistre depuis le 17 août 24 décès. En précisant également que toute une procédure est mise en place à partir du moment où on observe des cas positifs dans les AMS. Ce protocole qui est assuré par les équipes HPCI de l'Office du médecin cantonal existe depuis de nombreuses semaines. Les AMS en sont nantis, les ESE aussi, et ils ont tout un accompagnement se met en place avec un protocole également de testing de tous les résidents une fois qu'on a des cas positifs dans les AMS. S'il y a des questions aussi à ce sujet, on pourra y répondre de manière plus précise ensuite. Le traçage. Vous le savez, le canton de Vaud ne fait pas exception. Les chiffres que je vous ai montrés le démontrent. Nous sommes dans une situation où là aussi la tension ne cesse de croître, mais à mal aussi tous les efforts qui sont fournis par les équipes de traçage, des équipes qu'on a cessé d'augmenter ces dernières semaines grâce à une politique d'engagement ambitieuse qui a été mise en place pas seulement au niveau de mon département, mais avec le concours en particulier du département de Madame Gorité, avec le CHUV aussi qui nous appuie à travers une cellule de recrutement. Nous sommes actuellement à près de 130 personnes qui sont présentes au contact tracing de 9h à 21h avec 2 équipes qui travaillent pour aussi permettre à ces personnes de pouvoir se reposer. Cette semaine, 27 personnes ont été engagées avec entrée en service immédiate. À partir de lundi également, nous avons d'autres personnes qui vont entrer en fonction. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que lorsque nous engageons ces personnes, elles doivent évidemment aussi être formées. Ça prend aussi du temps, que ce soit pour les personnes qui vont rester plus durablement que pour les personnes qui viennent dans le cadre de la protection civile. Elles sont extrêmement précieuses également pour nous appuyer dans le cadre de ce travail. Cette formation prend bien sûr quelques jours et puis ensuite, une fois que les gens entrent en fonction, ils doivent aussi apprendre à se rôder avec les situations qui peuvent se poser à travers le traçage. On est parfois face à des situations humaines qui sont compliquées, où des arbitrages doivent pouvoir se faire, et pour ce faire, nous avons des superviseuses, des superviseurs qui ont l'expertise médicale soignante nécessaire pour pouvoir arbitrer des situations qui sont difficiles.
Vous dire que cette montée en puissance, qui n'a cessé de se faire depuis des semaines, ne suffit toutefois pas, qu'il n'est aujourd'hui plus possible d'appeler toutes les personnes qui sont testées positives dans un délai raisonnable. On s'était fixé comme délai de pouvoir appeler les gens dans les 24 heures. Nous n'y arrivons plus en ce moment. Selon certains jours, on a des délais de 48 heures, voire parfois même un peu plus. Et donc, dans cette phase délicate de la pandémie, on veut tout faire pour pouvoir interrompre les chaînes de contamination le plus vite possible. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place une nouvelle procédure, à l'instar de ce qui existe dans d'autres cantons, pour avertir par SMS les personnes qui sont testées positives pour ne pas perdre ce temps précieux. Et donc, désormais, la plupart des centres de tests officiels du canton enverront un SMS avec ce texte qui apparaît à l'écran aux personnes qui ont un téléphone portable, je le précise, pour les autres, bien sûr qu'il y a des procédures qui ont été pensées pour que ces gens soient obligatoirement appelés. Aussi, les personnes de 70 ans seront systématiquement appelées pour s'assurer que l'état global de santé est bon, en fonction des symptômes qui sont présents en raison du Covid. Et je suis persuadée que face à cette deuxième vague de l'épidémie, la population sera prête, on le voit dans les autres cantons, ça fonctionne, la population sera prête à se montrer solidaire, responsable, à suivre les indications qui lui seront demandées dans le cadre de ce SMS. Et puis, vous avez ici la suite du processus. Une fois que la personne recevra un résultat de test positif, elle devra évidemment, c'est logique, se mettre en isolement le plus vite possible, sans attendre qu'elle soit appelée, évidemment, je vous le disais. Elle sera également priée de prendre contact avec les personnes qui vivent avec elle, évidemment, ou avec lesquelles la personne a pu avoir des contacts étroits ou intimes, de se mettre elles aussi immédiatement en quarantaine, également sans attendre que ces personnes reçoivent un téléphone du centre de traçage. Cette réactivité est primordiale dans la phase que nous vivons et je remercie donc d'ores et déjà chaque personne qui va recevoir un SMS de suivre ces instructions en leur demandant également d'aller remplir un formulaire en ligne, un formulaire qui nous permettra, sur la base des indications qui auront été rentrées par ces personnes, des personnes avec lesquelles elle aura été mise en contact, de pouvoir après, à notre tour, prendre contact avec ces personnes en fonction des circonstances qui auront été décrites par les personnes qui auront rempli ce formulaire en ligne. Voilà, je crois vous avoir tout dit sur cette procédure. À disposition également, s'il y a des questions par rapport à ce formulaire, en vous précisant bien sûr que les hotlines pourront, bien sûr, la hotline sanitaire en particulier pourra répondre aux questions qui se poseront en lien avec cette nouvelle procédure. Et puis bien sûr que sur les pages FAQ de l'État, la page FAQ de l'Office du médecin cantonal, toute une série d'informations très bien détaillées sont amenées pour que les gens ne se retrouvent pas du jour au lendemain sans information. Merci. Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, le Conseil d'État est conscient qu'il évolue sur une ligne de crête avec, sur l'un des versants, la perte de maîtrise de la situation sanitaire, Madame Ruiz vous l'a exprimé, et sur l'autre, la catastrophe économique. Et il entend que notre société, nos concitoyens puissent poursuivre le chemin sans dévaler ni l'une ni l'autre de ces deux pentes. Il m'appartient de vous présenter les mesures que le Conseil d'État a arrêtées lors de deux séances qui se sont tenues cette semaine, la dernière étant, comme l'a dit Madame Gorité, c'est terminé hier soir. Vous avez sur ce slide en résumé, les principales mesures qui sont arrêtées et qui entreront en vigueur le 25 octobre à 0 heure, c'est-à-dire dimanche matin ou samedi soir, c'est selon, donc dimanche matin à 0 heure. Pourquoi cette entrée en vigueur? Parce que nous sommes vendredi après-midi, qu'il y a un certain nombre de manifestations incontournables samedi et dès lors il faut là aussi, et là déjà, marier les impératifs sanitaires et les impératifs de la vie sociale et économique. J'y reviendrai. Première mesure, bars, cafés, restaurants, ils seront fermés
des samedis soirs à minuit ou des dimanches matins à 0 heure, et cela de manière générale sur l'ensemble du canton. Nous avons pris cette mesure pour ne pas pénaliser le service du soir, les repas du soir, avec le souci, encore une fois, de préserver l'activité économique de ce secteur particulièrement touché, en constatant que les risques sanitaires les plus aigus ne sont pas là au moment où vous mangez votre fondu, votre steak ou quoi que ce soit d'autre, mais lorsque vous buvez bien au-delà des heures usuelles du service du soir. Et donc c'est pour ça que nous avons fixé à minuit, c'est le souci de marier les impératifs sanitaires et économiques. Deuxième mesure, c'est une mesure qui découle du droit fédéral. Les masques seront obligatoires dans tous les commerces. Nous avions jusqu'alors une recommandation, mais qui n'était pas une obligation pour les petits commerces. Celle-ci tombe de par le droit fédéral. Les manifestations privées, j'y reviendrai, nous restreignons le nombre de participants à 10 au maximum. Les manifestations publiques sont interdites lorsqu'elles envisageaient de recevoir plus de 1000 personnes. Cela touche évidemment les activités sportives et culturelles notamment. Les marchés, qui sont aussi un lieu où l'on a constaté des risques importants de contamination, les masques, les flux et les distances seront réglementés. Les masques seront désormais obligatoires pour les marchés. Et vous comprenez bien que si les marchés qui se déroulent notamment le samedi, nous n'aurions pas pu faire entrer en vigueur cette directive immédiatement sans permettre aux organisateurs de marchés du samedi matin de se réorganiser. Les masques seront obligatoires dans les zones dévolues au marché fixées par les autorités communales, j'y reviendrai. Nous introduisons une nouvelle notion qui sur le plan juridique est une zone urbaine à forte fréquentation. Je veux vous donner un exemple, vous comprenez immédiatement. S'il y avait le Black Friday, donc des manifestations qui génèrent un fort flux de population, eh bien, il appartiendrait également aux communes de déterminer les zones concernées et qui correspondraient aux zones où l'obligation du masque est généralisée. Pour les sports de contact, c'est notamment le cas du football, du basket, pour prendre ces deux exemples-là, ou de la danse de salon, comme l'on dit, eh bien, ces sports seront interdits, sauf pour les mineurs, pour les juniors notamment, qui pourront continuer de procéder à leurs activités préférées. Là aussi, une pesée d'intérêt a été faite entre la santé physique et mentale des jeunes et la santé publique d'une manière générale. J'en viens maintenant aux détails de ces différentes mesures. Bar, café, restaurant, vous l'avez ici. Pour l'essentiel, c'est la question de la fermeture à minuit, qui est la principale nouveauté que nous introduisons. Nous avons renoncé à fixer un nombre de convives par table, d'autres cantons y ont procédé, au bénéfice, si j'ose dire, d'une notion de rétablissement de la distance entre les tables à 1,50 m ou l'introduction des parois étanches de plexiglas. Là aussi, ça nous semble le résultat d'une pesée d'intérêt entre les impératifs sanitaires et les impératifs économiques. Je tiens à dire que nous avons beaucoup consulté, notamment la branche, notamment Gastrovo, pour voir dans quelle mesure l'ensemble de ce dispositif était compatible avec les impératifs sanitaires qui priment toute autre considération et les impératifs économiques auxquels doit faire face cette branche déjà durement éprouvée. Vous avez ici le détail qui résulte pour une bonne partie du dispositif fédéral arrêté par le Conseil fédéral le dimanche dernier. Nous l'avons rappelé ici et ce dispositif va s'appliquer dans les bars, les cafés, les restaurants dès dimanche matin. J'en viens ici au commerce. Comme je vous l'ai dit, la notion de 10 clients disparaissait. Nous avions jusqu'alors l'obligation de porter le masque dès qu'il y avait plus que 10 clients dans le même commerce, dans le même centre commercial. Cette notion disparaît de par le droit fédéral. Toutes les zones fermées accessibles au public
doivent faire l'objet du port du masque si l'on entend y entrer. Nous réinsistons et nous rendons désormais obligatoire le contrôle de l'usage du liquide hydroalcoolique à l'entrée des commerces. C'était le cas ce printemps. Nous avons constaté que si souvent le liquide est à disposition, il y a rarement des gens qui contrôlent que le client qui entre dans une grande surface notamment utilise le dit liquide. Nous exigeons désormais des commerçants qu'ils contrôlent que le client qui entre à la Migros, à la Placette ou ailleurs, enfin la Placette ça n'existe plus, Globus, la Migros ou la Coop, eh bien non seulement ait à disposition le liquide, mais utilise concrètement ce liquide. Vous avez ici le descriptif, j'ai pas mal de slides, donc je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Vous avez ici les éléments supplémentaires liés à ces lieux fermés accessibles au public. Pour l'essentiel, il s'agit du dispositif adopté par le droit fédéral. Nous n'allons pas au-delà de ce que le Conseil fédéral a fixé dimanche dernier dans ce domaine-là. Nous en arrivons à un autre pan important qui fait l'objet d'une nouvelle mesure stricte. Nous sommes conscients qu'elle a un impact fort sur la vie des gens, mais cela résulte du fait que les manifestations privées sont justement un endroit où les clusters se développent de manière très importante et nous avons voulu là aussi cibler les mesures en fonction de la réalité de la transmission du virus. Et dès lors, nous fixons une limite aux manifestations privées à 10 personnes. Par manifestation privée, vous avez un récapitulatif ici, c'est notamment tout ce qui a trait à la vie familiale, qu'il s'agisse du baptême, qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse du barbecue des voisins, qu'il s'agisse de ce type de manifestation, mais également pour les associations privées, l'assemblée du foot, pour prendre un exemple, eh bien, sont soumis à ces manifestations privées. C'est évidemment lorsque l'organisateur connaît les participants et que cette manifestation n'est pas accessible à un tiers étranger à l'association ou étranger au cercle familial. Là aussi, vous le comprenez, nous vous expliquons l'ensemble de ces mesures un vendredi. Il y a un certain nombre de mariages demain qui sont probablement prévus demain après-midi. C'est pour ça que nous avons également décidé de faire entrer en vigueur tout cela samedi soir et pas demain matin à 0 heure. Vous comprenez bien que pour la vie concrète d'un certain nombre de gens, ça aurait été tout simplement inimaginable. J'en viens maintenant aux manifestations de plus de 1000 personnes. Cela touche, je l'ai dit, les manifestations culturelles. Cela touche également les manifestations sportives. Ces derniers jours, nous avons beaucoup parlé des manifestations sportives. Nous avons eu là aussi des contacts très étroits avec les deux clubs, que ce soit le LHC ou le Lausanne Sport, qui sont directement impactés par ces mesures. Je m'empresse de dire que les plans sanitaires qu'ils avaient élaborés, qui avaient été validés par le médecin cantonal, étaient très sérieusement appliqués. Les mesures que nous prenons aujourd'hui ne sont pas dictées par la faiblesse ou le manque de détermination des clubs en question. Au contraire, nous avons travaillé en les associant étroitement et j'aimerais ici rendre hommage à ces deux clubs qui ont pris très au sérieux l'ensemble de la situation sanitaire du canton. Mais aujourd'hui, il apparaît que ces manifestations de plus de 1000 ne sont tout simplement plus raisonnables en la matière. Vous avez vu que hier, d'entente avec la ville de Lausanne, nous avons décidé d'annuler le marathon qui devait avoir lieu ce dimanche. Pour les manifestations de plus de 1000, elles seront donc interdites, elles devront donc être ramenées à un nombre inférieur à 1000 et elles seront gérées par le principe des blocs de 300 personnes indépendants les uns des autres et cela est possible dans les trois infrastructures sportives concernées, c'est-à-dire le stade de la Pontaise, c'est-à-dire la patinoire de Malais et le futur stade de la Tuyère, qui a aussi fait l'objet d'un plan sanitaire très strict, élaboré et soumis à l'autorité. Les manifestations de plus de 15, donc entre 15 et 999, seront soumises à l'obligation d'un plan de protection.
Ces manifestations relèveront d'une décision communale. Il n'y aura plus de décision cantonale en la matière, mais le canton sera informé par le portail POCAMA et les plans sanitaires font l'objet d'une analyse par les communes pour respecter les principes fixés par le canton et la Confédération en la matière. Peut-être deux mots, il restera, nous vous l'avons dit, ce dispositif entre en vigueur samedi à minuit. Il restera 3 matchs au LHC, un match de coupe dimanche, mais qui génère souvent peu de spectateurs, qui seront évidemment en dessous des 1000, et puis 2 matchs de championnat jusqu'à la pause internationale et à la suspension du championnat décidé hier par la Ligue nationale de hockey. Et ces 2 matchs, la semaine prochaine, seront soumis au dispositif que je viens de vous expliquer, qui est, d'après les contacts que j'ai eus encore hier soir tard avec le président du LHC, tout à fait compatible, quand bien même il génère une perte financière colossale pour les clubs concernés. Vous avez ici le dispositif détaillé des manifestations publiques. Je vous ai parlé des blocs de 300 personnes, hermétiques les uns aux autres. Ça veut dire buvettes attribuées aux différents blocs, pour prendre cet exemple-là. J'en viens ici à un autre pan des manifestations publiques qui seront régies par des dispositifs spécifiques. Je parle ici des théâtres, cinémas, concerts, lotos et autres manifestations organisées dans un lieu fermé sur domaine privé. Vous avez ici les impératifs, notamment l'impératif du port du masque, y compris lorsque vous êtes assis, le port du masque obligatoire pour le personnel. Vous pouvez retirer le masque que lorsque vous consommez, évidemment parce que consommer avec un masque, vous comprenez que c'est assez périlleux pour la cravate et pour le reste de votre habillement. Une nouvelle mesure qui est prise et qui s'appuie sur le constat dressé par le médecin cantonal, également que les marchés alimentaires, le marché du samedi à Lausanne ou à Vevey ou à Morges, par exemple, étaient source de contamination et de diffusion du virus. Nous prenons des mesures qui existent d'ailleurs dans d'autres régions européennes, avec une délimitation qui doit être faite par la commune. Et une fois que la zone est délimitée et que les horaires sont délimités, le port du masque devient obligatoire, ainsi que l'ensemble du dispositif que vous trouvez ici. C'est en substance la gestion des flux, la question de l'hygiène et le rappel des normes sanitaires qui sont applicables. Si je prends le cas de Lausanne, la municipalité de Lausanne devra déterminer les zones, les rues, les places qui font l'objet d'un marché. Et une fois que cette zone sera déterminée, la municipalité fixera l'horaire pendant lequel le marché est accessible. Et pendant cette période-là et sur ces lieux-là, le port du masque sera obligatoire. Il sera également exigé des communes que lorsque, sur une partie de leur territoire communal, des activités à forte fréquentation se tiennent, elles déterminent également les zones, les horaires où les masques, le port du masque sont obligatoires. Je reviens aux activités sportives pour évoquer cette question-là. Le tracé entre la halte de Malais et la patinoire de Malais fera l'objet d'une décision de la commune concernée ou des communes concernées, et le port du masque sera obligatoire. Si vous allez au match de hockey par transport public, vous porterez le masque comme c'est le cas aujourd'hui dans les transports publics, dans le métro. Vous continuerez à le porter sur le trottoir qui vous conduit à la patinoire. Et comme vous le savez, les matchs de hockey se voient avec le masque sur la figure. Et donc, vous conserverez le masque. Et ça nous permet de maintenir ce type d'activité et de ne pas déclencher le huis clos, sachant que les principaux problèmes rencontrés lors de ces compétitions sportives, ce n'est pas lors de la compétition sportive, mais c'est dans les flux de sortie, d'accès et de sortie que l'on a constaté les difficultés. C'est pour ça que nous réglons ce problème-là au travers du port du masque obligatoire à l'aller et au retour, et ça nous permet
ça nous permet de maintenir, contrairement à d'autres cantons qui ont décrété le huis clos, ça nous permet de maintenir ce type d'activité en dessous de 1000. Vous le voyez aussi, c'est un exemple concret de la pesée des intérêts entre les impératifs sanitaires et les impératifs économiques. Le sport de contact au niveau amateur fait l'objet également de décisions du Conseil d'État. Vous les avez ici. Je me suis encore entretenu ce matin avec le président de l'Association cantonale vaudoise de football, directement impacté par ces mesures. Je lui ai indiqué que nous allions moins loin que d'autres cantons, puisque nous permettons aux juniors de poursuivre leur activité. Vous le savez, les jeunes sont moins sujets à la maladie que d'autres secteurs de la population. Et la formation du jeune sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan de la personnalité, eh bien, implique la pratique d'un sport. Et il nous apparaît c'est judicieux de permettre à nos jeunes de continuer à pratiquer le sport. Je m'empresse de le dire que la limite des 10 personnes prévue à l'article 8, puisque un entraînement d'une équipe de basket, pour prendre cet exemple-là, est une manifestation privée, eh bien, cette limite ne s'applique pas, sinon vous ne pourriez plus du tout jouer au football, puisque vous savez, le foot se pratique à 11, sous réserve d'une expulsion. Voilà ce que je voulais vous dire. Tout cela entre en vigueur à partir de dimanche matin, et nous avons eu le souci d'associer tant que faire se peut les milieux directement concernés. Nous les avons beaucoup consultés. Et nous avons essayé de trouver des modalités, encore une fois, qui nous permettent de rester au sommet de cette montagne et de ne pas dévaler ni d'un côté ni de l'autre. Je vous remercie. Je cède la parole à Madame Amarelle. Merci, Mesdames et Messieurs les représentants des médias. Parmi les mesures complémentaires qui sont prises aujourd'hui pour endiguer la propagation du virus, nous avons, en concertation avec le médecin cantonal, pris des décisions qui concernent le système de formation vaudois et le secteur culturel. Essentiellement pour le système de formation, 2 mesures sanitaires principales pour faire en sorte que l'école, et ça j'insiste là-dessus d'emblée, ne soit pas un lieu de transmission, que l'école et les systèmes de formation restent des lieux de sécurité et de confiance, et pour tout faire en sorte pour que nous puissions maintenir les cours en présentiel le plus longtemps possible, puisque vous savez, les cours en présentiel sont la meilleure garantie pour préserver en fait l'égalité des chances au sein en particulier de l'école vaudoise, des gymnases et des écoles professionnelles vaudoises. Petit élément avant de commencer sur ces 2 mesures sanitaires, un petit point de situation épidémiologique dans les écoles. Je voulais juste vous indiquer premièrement que sur le plan de l'école obligatoire, on maîtrise la situation. On a dû fermer 7 classes sur les 4860 classes du canton. Donc il y a eu parmi ces 7 classes beaucoup d'enfants qui ont dû être testés et qui, du moment où ils étaient négatifs, ont pu revenir systématiquement à l'école avec une absence en moyenne de quarantaine de 4 jours au maximum. Et puis, dans l'école obligatoire, identification de foyers, de clusters auprès des enseignants qui se sont contaminés entre eux, avec en particulier 2 quarantaines massives d'enseignants d'une quinzaine de personnes environ, qui évidemment bloquent l'évolution normale des établissements. Et puis dans le post-obligatoire, je tiens à indiquer que là aussi, la situation a pu être maîtrisée. Il n'y a pas eu d'explosion des cas dans les classes, avec une classe qui a eu 8 cas de Covid positif au maximum. Et puis avec un constat sur le fait que l'infection était systématiquement extérieure à l'établissement, mais on a pu endiguer grâce au port du masque dans le poste obligatoire le fait qu'il y ait des allumages plus massifs. Et là aussi, 2 flambées d'enseignants, 2 flambées de clusters concernant des enseignants qui aussi ont été à terme maîtrisés. À l'avenir, juste pour terminer sur ce point épidémiologique, très rapidement, nous allons, grâce aux avancées actuelles, pouvoir bénéficier d'équipes mobiles dans les écoles pour tester, avec des tests rapides à l'école, avec une prise de contact évidemment avec les parents d'ici là.
Maintenant, sur les 2 mesures sanitaires sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui. Première mesure sanitaire, qui est une mesure à court terme, mais le temps, en fait, qu'on passe le moment qu'on finisse d'être dans l'œil du cyclone, pour dire ainsi, le port du masque obligatoire pour les élèves au secondaire 1, c'est-à-dire entre 9 et 11 ans, entre la 9P et la 11P, à partir de 12 ans, dans l'ensemble des périmètres des sites scolaires à partir de lundi prochain. Donc cette rentrée du 26 octobre, elle apportera ce changement pour les élèves du secondaire 1, élèves pour lesquels le port du masque devient obligatoire dans l'ensemble du périmètre des sites scolaires, c'est-à-dire les salles de classe bien sûr, mais aussi les espaces extérieurs, les cours de récréation, les préaux. Le masque devra aussi être systématiquement porté lors de tout déplacement des élèves dans l'ensemble du périmètre des sites scolaires, ainsi que lors du déplacement d'une classe à l'extérieur. Cette mesure concerne, je le répète, les 9 à 11P qui devront donc porter ce masque dès le 26 octobre. Pendant la première semaine de cours, c'est-à-dire du 26 au 30 octobre, les masques seront fournis aux élèves par les établissements scolaires. Ensuite, dès le lundi 2 novembre, ce sont les parents qui équiperont leurs enfants en conséquence. Pour des raisons d'efficience sanitaire et de coût, les masques doivent être de préférence des masques chirurgicaux jetables. Ils doivent être en bon état, changés au minimum après chaque demi-journée. L'efficacité des masques en tissu, vous le savez, n'est pas documentée sur le plan sanitaire à l'heure actuelle et évidemment, dans les directives du département, il est vivement conseillé que l'étiquette Testex Community Mask ou AFNOR y figure pour avoir, conformément aux recommandations du MC, les visières ne sont pas autorisées en regard de leur moindre efficacité sanitaire. Si la situation financière ou sociale d'une famille rend difficile l'acquisition de masques pour les enfants, dans ce cas-là, les élèves concernés pourront s'adresser au secrétariat de leur établissement pour qu'il en soit fourni en guise de dépannage et les familles, quant à elles, peuvent s'adresser plus généralement au CMS de leur région. Cette mesure de port du masque concerne également les élèves des établissements de pédagogie spécialisée. Quant aux enseignants et aux professionnels qui interviennent dans l'école, ils sont tenus au port du masque fourni par l'employeur dans tous les espaces communs et j'insiste aussi dans les espaces des sites scolaires extérieurs, puisque c'est là aussi qu'il y a des foyers qui peuvent être identifiés. Les mesures sanitaires doivent être suivies et respectées dans le périmètre des sites scolaires et font l'objet de nouvelles directives. Elles sont désormais rassemblées dans des infographies comme celle-ci que vous voyez à côté de moi. Ces documents très visuels permettent rapidement aux élèves comme à leurs parents de passer ces mesures en revue et s'assurer de leur respect. Ces infographies dont les établissements font usage seront disponibles avant la fin de la journée sur la page web cantonale dédiée aux parents et aux professionnels de la formation à l'adresse vd.ch/coronavirus-enseignement. Deuxième mesure sanitaire, la question des camps. Tous les camps sont annulés jusqu'à la fin de cette année scolaire, que ce soit les camps sportifs comme les camps de ski ou les camps d'été ou les voyages d'études. Ce sont tous les camps avec hébergement qui sont concernés et là où la distanciation sociale est difficile à respecter, là où il y a des lieux de vie, des hébergements dans les dortoirs, des repas pris en commun. Tous les niveaux de l'enseignement obligatoire et post-obligatoire doivent appliquer cette mesure. En remplacement de ces camps, nous encourageons l'organisation de journées d'activité, voire des semaines spéciales qui se dérouleraient à l'intérieur des établissements scolaires ou en dehors, l'essentiel étant qu'il n'y ait pas d'hébergement. J'aimerais aussi vous dire qu'évidemment cette mesure est également le fruit et la conséquence d'un certain nombre d'observations, puisque nous avons pu constater que dans la moitié en fait des camps avec hébergement que nous avons suivis au cours notamment de ces 2 dernières semaines, nous pouvons constater qu'il y a des foyers d'infection qui se développent et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons pensé avec l'observation de ces 9 dernières semaines, depuis la fin août, nous avons pu observer qu'il était désormais impossible de garantir, malgré le fait que les plans sanitaires soient corrects et tout à fait adéquats à la situation, de faire respecter en fait ces plans sanitaires de manière sérieuse. Enfin, dernier point,
Mesures pédagogiques, mais ça j'y viendrai, on fera une conférence de presse mardi prochain là-dessus. Concernant l'enseignement à distance et suite au semi-confinement que nous avons traversé, nous allons présenter 3 études qui ont été menées par l'EPFL, la HEP et l'URSP auprès des élèves, de leurs enseignants ainsi que de leurs parents. L'objectif de ces 3 études était de nous permettre d'aller vers un enseignement à distance plus efficace que nous faisons en mettant en place tant pour l'enseignement obligatoire que pour l'enseignement des postes obligatoires, des dispositifs qui sont désormais prêts. L'enseignement obligatoire et l'enseignement post-obligatoire ont ainsi établi des directives précises sur les objectifs, les modalités d'application de cet enseignement à distance et les outils à utiliser. Je dois vous le dire, ces directives sont désormais prêtes, elles sont à disposition des enseignants dès lundi et nous reviendrons mardi prochain en conférence de presse pour dédier à l'enseignement à distance pour vous présenter l'essentiel de ces éléments. Sachez par ailleurs que sur les remplacements d'enseignants, puisqu'évidemment nous tablons sur le fait qu'il y aura une augmentation massive ces prochains jours de personnes qui seront infectées, dont les enseignants. Évidemment, donc des plans de continuité sont prévus en cas de remplacement des enseignants. Pour l'enseignement obligatoire, tout enseignant absent est remplacé dès le premier jour. Donc nous avons un système dans le plan de continuité. C'est d'abord un enseignant de l'établissement qui est disponible, qui peut remplacer l'enseignant malade. En cascade, ensuite, c'est le remplaçant qui travaille déjà dans l'établissement. Un remplaçant sollicité à l'interne de l'enseignement obligatoire peut aussi être sollicité en 3e lieu. Et puis, en 4e lieu, un stagiaire de la 3e année de la HEP peut, en dernier recours, aussi être sollicité. Maintenant, pour les gymnases et les écoles professionnelles, une procédure accélérée a désormais aussi été mise en place. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'article 146 de la directive du règlement des gymnases prévoit que les professeurs absents sont uniquement remplacés qu'à partir de la 3e semaine d'absence. Nous avons dérogé à cette directive et nous partons de l'idée que, dans un premier temps, la direction de l'établissement remplace un enseignant absent, mais que si au bout de 2 jours, la direction ne trouve pas de remplaçant, il sollicite la direction générale de l'enseignement post-obligatoire pour trouver le remplaçant de la manière la plus rapide possible, donc dérogation à cette directive qui prévoyait 3 semaines. Grâce à toutes ces mesures que nous venons d'évoquer, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux enseignants que les enseignements se poursuivent et que les élèves ne perdent pas leur année. Je vous rappelle que l'année 2020-2021 est sensible de ce point de vue-là. C'est vraiment l'objectif ferme du département, c'est de faire en sorte que toutes les mesures possibles soient prises pour que cette année 2020-2021 soit la plus normale possible, surtout au niveau évidemment des objectifs pédagogiques, mais aussi au niveau du regard de l'égalité des chances. J'aimerais aussi également adresser un grand merci aux enseignants qui, depuis le mois de mars, assurent avec agilité cette mission de formation qui leur est confiée en s'adaptant inlassablement aux conditions, notamment sanitaires, qui doivent être respectées. Enfin, petit point sur les hautes écoles. Les cours, la situation sanitaire nous incite évidemment aussi à la plus grande prudence pour les hautes écoles. C'est pourquoi nous avons pris la décision de demander, afin de limiter au maximum la présence de grand nombre d'étudiants et de personnel sur le campus, de transférer totalement et systématiquement les cours à grands effectifs en enseignement à distance dès le lundi 2 novembre au plus tard, ceci jusqu'à fin novembre. Les cours à effectifs réduits, que ce soit les cours pratiques, les labos, les séminaires pratiques, etc., peuvent continuer à être dispensés en présentiel, naturellement dans le respect des directives OFSP et des plans de sécurité que chaque institution a mis en place. En gros, les cours magistraux en distanciel et les cours pratiques à effectifs réduits en présentiel. Enfin, ça a été dit par Philippe Lebas, concernant la culture, le Conseil d'État est bien conscient que ce secteur souffre beaucoup actuellement. Nous nous efforçons de rechercher le bon équilibre entre des mesures sanitaires nécessaires et la pérennité d'un secteur ô combien important et précieux. Donc les acteurs culturels doivent avoir l'assurance que chaque mesure a été bien sous-pesée
Selon cet équilibre, le Conseil d'État va maintenir des contacts serrés avec les milieux culturels afin de construire un avenir qui permettra à tous les acteurs de trouver leur chemin dans ce contexte si difficile. Dans ce contexte, cela a été dit, les manifestations culturelles comprenant plus de 1000 personnes sont interdites jusqu'à nouvel avis et les manifestations en dessous de 1000 sont pour l'instant maintenues. Elles doivent respecter les mesures sanitaires en vigueur, dont le port du masque et la création de zones strictement séparées comprenant une sectorialisation de 300 personnes au maximum. J'aimerais enfin dire que sur les camps extrascolaires, en tout cas jusqu'à Noël, ils sont évidemment suspendus pour l'heure comme les camps scolaires. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que je dois passer la parole à la présidente, si elle est d'accord, mais je crois qu'elle l'est. Toujours avec vous, chers collègues. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin le point presse que nous souhaitions avoir aujourd'hui. Je rappelle les 2 hotlines que nous mettons à disposition de la population, les 2 nouvelles qui viennent compléter le dispositif de réponse sur les questions sanitaires. Il y a une hotline sur les informations générales, c'est le même numéro que les gens connaissent bien, puisque c'est le fameux 338 08 08. Et puis, nous introduisons une nouvelle hotline avec le 644 84 36 pour l'ensemble des organisateurs de manifestations qui peuvent s'adresser dès demain à cette hotline, ce qui sera effective aussi tout le week-end. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à votre disposition pour les questions que vous auriez à nous adresser. Je vous remercie de lever la main et d'attendre que le micro vous soit présenté, parce que dès lors que nous sommes transmis en direct, il faut que les spectateurs puissent entendre la question et pas uniquement nos réponses. Qui prend la parole? Oui. Vous avez parlé de mesures coordonnées, notamment entre les cantons romans. Ceci dit, sur l'ouverture des restaurants, c'est plutôt la cacophonie. Certains, ce sera 22h en Valais, de mémoire, Jura ou Neuchâtel, et Fribourg, c'est 23h. Ici, c'est minuit. Alors, où est la coordination? Alors, la coordination, elle est dans le fait de limiter l'horaire, de ne pas permettre les bars jusqu'à 2h du matin, comme c'est le cas actuellement, parce que d'un point de vue sanitaire, nous avons finalement examiné l'ensemble des mesures que nous avons prises, et vous avez vu avec beaucoup de soin, sous l'angle de leur pertinence sanitaire. Nous avons constaté que ce sont durant les dernières heures d'ouverture que les gens consomment davantage d'alcool, et que ceci conduit à des comportements qui abaissent les gestes barrières. Le fait de pouvoir permettre d'ouvrir les restaurants jusqu'à minuit, nous avons pris cette décision en cohérence avec celle que nous avions prise durant le semi-confinement, où, vous vous en souvenez, les bars et restaurants étaient restés ouverts juste après le semi-confinement, lorsqu'on avait pu les réouvrir jusqu'à minuit. Et donc, c'est cette cohérence que nous avons continué d'appliquer avec, disons, le dispositif vaudois pour, comme l'a dit M. Lebas, d'une part, disons, permettre le service nocturne. Il ne vous aura pas échappé que dans, disons, notre coin de pays, on va plus tard au restaurant qu'en Suisse alémanique. Et donc, il est important que les gens puissent, dès lors qu'ils vont au restaurant, pouvoir, disons, finir tranquillement leur repas et puis rentrer tranquillement à partir de minuit chez eux. Voilà. Donc, la coordination, elle s'est faite avec les autres cantons. Disons, ce n'est pas 1 heure de plus ou de moins en ce qui nous concerne que la disposition est pertinente. Il y a des gens qui ont... un canton qui a décidé de fermer complètement ses restaurants, qui n'est pas dans la même situation sanitaire que nous. Nous avons décidé de pouvoir permettre l'activité, non seulement d'un point de vue économique, comme l'a dit M. Lebas, mais parce que nous avons aussi conscience que les hommes et les femmes ont besoin d'avoir une vie sociale. Et donc, il y a une articulation entre des mesures sanitaires avec des plans de protection renforcés. Vous avez vu qu'on demande maintenant aux restaurateurs d'espacer les tables, d'avoir des plexiglas, le port du masque, ce n'était pas le cas en Valais, et puis d'avoir aussi une vie économique, c'est important pour ce secteur lourdement déjà impacté, et puis aussi pour l'activité des gens, leur activité sociale, leurs relations, parce que, nous l'avons dit, la crise qui est là, elle est longue. C'est un marathon que nous avons engagé. Et donc, c'est important aussi que les hommes et les femmes comprennent que nous ne sommes pas dans un coup de poing rapide dont on va sortir dans 2 semaines. Nous sommes dans une
crise qui s'installe et donc pour laquelle il est important d'arbitrer et de coordonner l'ensemble des intérêts en jeu. D'autres questions? Monsieur Cachin. Oui, bonjour. Vous avez dit, je crois, au début de votre intervention, Madame la Présidente, que les gestes barrières sont désormais connus. C'est une affirmation qui peut paraître surprenante au vu de l'évolution de l'épidémie. Qu'est-ce qui vous permet, de manière, disons, scientifique, de juger que les gestes barrières sont connus? Et puis, par ailleurs, est-ce que vous avez prévu, je ne sais pas, le TSAS ou, je ne sais pas, Conseil d'État en général, de relancer des campagnes d'information et si oui, comment et avec quel message? Excusez-moi de vous le dire, mais ça m'a frappé tout à l'heure que vous avez énuméré les quelques gestes barrières, vous n'avez pas parlé d'aération, par exemple. D'aération des locaux, ce qui est quelque chose qui revient aujourd'hui dans le discours officiel, je le dis. Voilà, merci. Je dois vous dire qu'ils sont connus, Monsieur Cachin. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont respectés. Je crois que tout le monde ici connaît les gestes barrières. Vous, moi, tout le monde les connaît. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont respectés à chaque moment de notre existence. Et c'est précisément parce qu'on a observé qu'il y a des relâchements, bien qu'ils soient connus. Vous savez, il y a des choses qui sont intégrées neuronalement, mais qui ensuite... voilà, il y a les moments de la vie, on se relâche, on est en famille, comme on l'a dit, dans des moments de vie privée, parce que chacun a besoin d'un bout de soupape. Et c'est ces moments-là où on se met parfois en danger, on met les autres en danger. Donc oui, les gestes barrières sont connus, mais ils ne sont pas nécessairement appliqués en toutes circonstances. Raison pour laquelle, oui, nous allons refaire des campagnes d'information. L'Office fédéral, d'ailleurs, va le faire aussi et continue de le faire. Nous allons déployer pour cela, comme nous l'avons fait lors de la première vague, notamment toute une série d'annonces dans les journaux locaux, pour rappeler cela, sur les radios locales également. La conférence de presse que nous tenons aujourd'hui, qui est très suivie, très relayée par vous, c'est l'occasion de rappeler ces éléments d'information. Je n'ai pas cité l'aération des locaux, mais l'Office fédéral, et nous allons le faire, oui, c'est important d'aérer, notamment dans les espaces comme ici, où il y a beaucoup de gens, mais disons, le port du masque est important. Et donc, ce n'est pas une seule mesure, c'est ce qu'il faut comprendre dans ce que nous sommes en train d'essayer de dire aujourd'hui. Ce n'est pas une seule mesure qui est pertinente à elle seule, c'est bien l'addition entre elles et l'articulation entre elles de l'ensemble des mesures du dispositif qui vont nous permettre d'aplatir la courbe qui, vous l'avez vu, est très similaire à celle que nous avons connue au mois de mars. Vous voulez rajouter quelque chose, chers collègues? Merci Madame la Présidente. Juste confirmer en effet que des campagnes d'information avec des ciblages particuliers en fonction des publics visés sont en cours de préparation au sein du département. D'autres questions? Je me permets de vous relancer. Vous avez demandé qu'est-ce qui vous permet de mesurer la connaissance des gestes barrières dans les différentes populations. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites là-dessus? C'est ce qu'on constate. On n'a pas lancé d'études scientifiques, mais disons, ça fait depuis le mois de mars que la population est informée. D'ailleurs, je crois que le Conseil d'État vaudois n'a jamais tenu autant d'heures de conférences de presse où il a à chaque fois rappelé les gestes. Le Conseil fédéral, la même chose. Et puis, l'ensemble des acteurs du dispositif les rappelle en permanence. Mais on part du principe que dès lors qu'on a... Vous savez, on a plutôt des réactions inverses en ce moment de gens qui considèrent qu'on leur parle trop du coronavirus et puis de tout cela. Donc c'est ça qui nous permet d'affirmer que oui, disons, on part du principe que dès lors que c'est assez répété, qu'il y a beaucoup d'informations qui est donnée en direction de la population, ça devrait être connu. Mais la nature humaine, Monsieur Cachin, vous le savez, elle a aussi besoin des fois de piqûres de rappel, et puis c'est ce que nous faisons régulièrement. Il y aura une obligation de porter les masques sur les marchés, donc en plein air, dans les centres-villes. C'est les communes qui doivent le déterminer. Est-ce que c'est un premier pas vers
vers peut-être des centres-villes, des rues piétonnes qui sont quand même très fréquentées le samedi et où on va aussi obliger à porter le masque. C'est chaque commune qui décide. On va se retrouver comme Paris avec le centre-ville masque obligatoire. On en est où des réflexions? Je vais remonter à cette question. C'est un premier pas, mais qui ne sera pas forcément suivi d'autres. Il faudra voir le comportement des gens d'une manière générale. Nous souhaitons ne pas avoir à prendre de mesures supplémentaires. C'est l'esprit général que nous avons aujourd'hui. Je l'ai dit, nous évoluons sur une ligne de crête. Nous souhaitons que nous puissions poursuivre avec l'ensemble de la population ce chemin difficile. Si chacun suit scrupuleusement les règles fixées par la Confédération et par le canton que nous avons développées ici, nous espérons juguler l'évolution de la pandémie et donc ne pas avoir à prendre de nouvelles mesures. Parce que nous sommes conscients que ces mesures ont un impact sur la vie sociale et économique des gens, la vie de tous les jours. Et le Conseil d'État ne prend pas des mesures qui restreignent les libertés individuelles de gaieté de cœur en disant « Ah, c'est super, on va prendre des mesures, puis les imposer à tout le monde, puis on verra si on les suit ou pas. » C'est pas une... Depuis ce matin, je constate que beaucoup d'observateurs des différentes conférences de presse cantonales, notamment en Suisse romande, jaugent les cantons. Ce n'est pas une course à l'échalote. Les cantons ne sont pas en train de se défier. J'en fais plus que toi, j'en fais moins que toi. Ce n'est pas ça. Nous essayons, il y a eu beaucoup de coordination, cela a été répété. Nous essayons de faire une pesée d'intérêts. Je suis convaincu que la pesée d'intérêts auquel nous avons procédé est également faite dans d'autres cantons, entre les impératifs sanitaires et les impératifs économiques, et la vie économique et sociale, la vie des gens. Vous savez, si on impose, je vais sortir du sport, si je prends les chorales, si vous imposez le masque aux chorales, c'est évidemment une contrainte forte pour celui qui aime l'art choral. Ce n'est pas des gaietés de cœur. Le Conseil d'État n'a aucune jouissance à prendre des mesures de cette nature-là. Je peux vous le dire, c'est des contraintes pour vous comme pour nous. Et nous devons l'assumer. Mais c'est une preuve de responsabilité dans cette affaire-là. Et puis, si vous permettez, Madame la Présidente, j'ai oublié une information qui touche à la fois le département de Madame Gorité et le mien. Vous le savez, la France... On n'a pas dit ça. La France a, et également Madame Rouide évidemment, la France a décrété dans les territoires voisins de la Suisse, les départements limitrophes de la Suisse, les a fixés en zone rouge et donc a décrété le couvre-feu à partir de 21h. Vous savez également qu'il y a beaucoup de travailleurs frontaliers qui habitent ces départements et qui viennent travailler chez nous. Nous avons, pour le secteur public comme pour le secteur privé, pris un certain nombre de mesures pour faciliter la vie et des frontaliers et des entreprises ou institutions dans lesquelles ils travaillent. Du côté de l'État, le certificat, enfin l'attestation demandée par l'autorité française pour pouvoir librement passer la frontière et circuler, même pendant les heures de confinement, a été établi et est à disposition des collaboratrices et collaborateurs du public et parapublic qui habitent la France voisine. J'ai ce matin fait envoyer le même formulaire à l'ensemble des associations fêtières, la Fédération patronale vaudoise, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, Gastrovo, parce qu'il y a pas mal de frontaliers qui travaillent dans la restauration, dans l'hôtellerie romande, et puis à la Fédération vaudoise des entrepreneurs, avec un rappel de cette exigence-là et un modèle qui peut être évidemment dupliqué afin de faciliter la vie des employeurs et des employés transfrontaliers. C'est aussi un élément que nous avons arrêté encore hier soir lors de la séance du Conseil d'État. Je voulais juste le mentionner. D'autres questions? Oui. Est-ce que vous pensez faire une analyse sur ce qui nous a mené à la situation actuelle dans le canton de Vaud par rapport à la stratégie de traçage des contacts, par rapport à l'isolement, la quarantaine, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, par rapport aux différentes mesures de restriction, pour du masque généralisé. Est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce que vous avez lancé quelque chose dans ce sens-là en termes d'analyse ou est-ce que vous allez le faire?
Merci pour cette question, Mme Chevillot. Alors, il n'y a pas d'analyse qui est faite en ce moment. Pour l'instant, on agit parce qu'il y a urgence à agir et pas tellement à faire des analyses rétrospectives. S'agissant de l'évolution de la situation au niveau du traçage dans le canton de Vaud, elle est totalement similaire à ce qu'on observe dans tous les cantons. Vous savez qu'on a cette coordination, parce qu'il s'agit bien de coordination entre les différents cantons, que ce soit à travers la conférence latine des affaires sociales et sanitaires, à travers le groupement des chefs de service de la santé publique ou du groupement des médecins cantonaux qui se parlent toutes les semaines. Et donc, ça fait des semaines que l'on sait et que l'on suit la situation dans les cantons voisins. Ce qu'on observe aujourd'hui dans le canton de Vaud n'est pas un îlot au milieu de la Romandie. Tous les cantons romans sont concernés par ces difficultés en termes de traçage, des difficultés qui sont aussi rencontrées dans certains cantons à l'autre bout de la Suisse. J'étais hier à la conférence des directeurs de la santé toute la journée. Je peux vous dire que tout le monde rencontre les mêmes types de problèmes, que ce soit des surcharges au niveau des centres de tests, même dans certains cantons, des pénuries de PCR à disposition dans les laboratoires hospitaliers pour pouvoir faire les tests, ou que ce soit de la surcharge au niveau des centres de traçage qui ont été, j'ai envie de dire, pensés pour un certain nombre de cas à traiter, avec des extensions possibles de dispositifs qu'on a fait au fur et à mesure. Mais quand vous avez, il y a maintenant à peu près 10-15 jours, une courbe qui prend tout d'un coup une tournure différente de manière très exponentielle, forcément que la situation va mettre en difficulté toutes ces équipes de traçage, aussi avec les réalités que je vous expliquais. L'engagement des gens, engager des gens qui sont capables aussi après de faire ce traçage. On ne peut pas engager n'importe qui. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour prendre un téléphone, entrer finalement quasiment dans l'intimité des gens. J'étais samedi, il y a 10 jours, pendant quasiment toute la journée au centre de traçage. J'étais à côté des traceurs. Je peux vous dire que c'est des questions qui ne sont pas anodines, qui sont posées aux gens. Vous devez leur demander avec qui ils étaient, ce qu'ils ont fait avec ces personnes. Vous faites, je le disais aussi, tout d'un coup face à des situations personnelles compliquées. Vous avez des familles qui sont séparées, où il y a des enfants qui sont concernés. Tout ça, ça prend du temps. Il faut pouvoir avoir des gens qui sont bien formés, qui ont des positions adéquates par rapport à des gens qui parfois ont peur aussi. Ils sont très inquiets. Certains vivent bien le fait d'être positifs. D'autres ont besoin d'être assurés, d'être orientés aussi dans le système socio-sanitaire. Donc ça prend du temps. Et ce temps, il n'est pas propre au canton de Vaud, il est propre à tous les dispositifs de traçage romans comme suisse. Donc voilà, pour l'instant en tout cas, on ne décèle pas, si vous voulez, une erreur. Voilà, l'erreur, c'est le virus, si vous voulez. Le virus, il est là, avec un taux de positivité qui augmente pour plein de raisons. Et puis ça, moi, je ne suis pas épidémiologue, et même les épidémiologues se demandent encore ce qui s'est passé il y a environ 15 jours à l'échelle non seulement suisse, mais internationale. Et puis quand vous faites face à cette explosion, eh bien, vous essayez d'adapter au mieux dans tous les secteurs pour faire face à la demande. C'est pourquoi on met maintenant sur pied ce système de formulaire, de messages électroniques qui nous vient en aide, comme cela existe dans d'autres cantons, en particulier à Zurich. On s'est inspiré de ce modèle-là. On va le tester, on va voir si ça fonctionne. Puis, quand tout ça sera passé, quand la deuxième vague sera passée, on aura, comme à l'issue de la première vague, engrangé beaucoup de connaissances, beaucoup peut-être aussi de compétences dans certains domaines, dans un secteur que personne n'avait expérimenté avant. Voilà. Et on tirera des enseignements. Mais pour l'instant, l'urgence, c'est d'agir et ce n'est pas de réfléchir. On essaye vraiment de colmater quand il faut colmater et puis d'étendre le dispositif pour briser les chaînes de transmission. C'est ça, évidemment, la mission principale. J'ajoute un point à ce que vient de dire ma collègue Rebecca Ruiz, c'est que le Conseil d'État a demandé de disposer d'un monitorage maintenant des clusters. C'est une des difficultés de l'exercice, c'est d'identifier où sont les clusters, où les gens s'infectent, en fait. Et donc, on essaye maintenant d'avoir une liste des principaux lieux qu'on arrive à identifier d'infection pour essayer de cibler aussi les mesures de restriction sur les principaux foyers d'infection. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Cachon. Enfin, on va peut-être... Ouais. M. Super qui n'a encore pas pris la parole. C'est une toute petite question avec une réponse, je l'imagine, très rapide, mais j'ai sûrement été distrait dans toute cette présentation, mais je ne retrouve pas l'information non plus écrite. Ces mesures entrent en vigueur dans la nuit de samedi à dimanche, mais jusqu'à quand sont-elles en vigueur? Alors, nous sommes basés sur l'ordonnance fédérale qui n'a pas de limite. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de mettre une fin à ce dispositif.
Il entre en vigueur, comme vous l'avez entendu, samedi soir à minuit. Mais, disons, dès lors que l'ensemble du dispositif, se base sur l'ordonnance fédérale, qui, elle, n'a pas de date de fin, nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure, nous préférerions pouvoir le faire, mais nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de dire à quand prendra fin ce dispositif. En revanche, ce à quoi nous nous engageons, c'est, comme je l'ai dit, à le monitorer. Nous avons vraiment, la volonté d'avoir toute une série d'informations que nous rendrons publiques progressivement. Vous avez vu qu'on réactive les MCC, y compris en matière de communication. Et comme je l'ai dit, nous viendrons régulièrement devant vous pour rendre compte de l'évolution de la situation. Mais à savoir aussi que les mesures que nous prenons aujourd'hui ne déploieront pas leurs effets immédiatement, vous le savez. Il faut attendre 15 jours à 3 semaines. Dans les prochaines semaines, malheureusement, nous allons connaître une augmentation du nombre de cas. C'est comme ça que ça va se produire. Et donc, je le dis déjà à toutes celles et à tous ceux qui vont dire que nos mesures sont inutiles parce qu'il y aura une augmentation du nombre de cas ces prochains jours. Les mesures que nous prenons aujourd'hui déploient leurs effets dans une dizaine de jours au mieux. Et donc, c'est là aussi la raison pour laquelle le Conseil d'État vaudois a décidé, compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve notre canton, entouré aussi de cantons qui sont dans des situations encore pires que la nôtre, mais où les gens circulent quand même. Nous n'avons pas arrêté de le dire, on est dans des espaces de vie où les frontières, communales et cantonales ne signifient plus grand-chose pour les gens, c'est normal. Et donc, le virus circule dans notre région. Raison pour laquelle nous n'avons pas attendu que la Confédération édicte de nouvelles dispositions avant de prendre des mesures qui nous paraissent encore une fois adaptées à la situation telle qu'elle se présente. Aujourd'hui, dans le canton de Vaud, nous nous réservons naturellement la possibilité, comme nous l'avons dit en tout temps, d'ajuster le dispositif, voire d'ajouter des mesures en fonction des clusters qui viendraient, à surgir et à être identifiés en fonction de situations particulières. Monsieur Cachin ? J'ai une question pour Monsieur Lebas. Dans les cafés-restaurants, est-ce qu'il est autorisé d'avoir des tables de 10 personnes ou plus? Et puis j'aurai une question pour Mme Marel après. Nous n'avons pas fixé de limite du nombre de convives par table. Il faut juste... Excusez-moi, je répète ce que j'ai dit au micro. Il n'y a pas de limite de nombre de convives par table. Nous avons privilégié une séparation entre les tables pour des raisons sanitaires. Donc ce n'est pas assimilé à une fête privée si on va faire un repas de communion dans un... communion, je sais pas. Mais... Non, dans un établissement public, vous avez les règles des établissements publics. Si vous louez un refuge, vous avez les règles qui relèvent de la manifestation privée. C'est deux typologies. Pourquoi il y a une différence? Parce que dans un établissement public, vous avez la responsabilité de l'établissement, du restaurateur, et vous avez un contrôle social qui est beaucoup plus facile que si vous êtes dans un cercle strictement privé. Et là aussi, c'est une pesée d'intérêt à laquelle nous avons fait, et je peux vous croire que l'ensemble de ces mesures n'ont pas été décidées à la hache. Elles ont fait l'objet vraiment d'une analyse extrêmement approfondie cette semaine par l'ensemble du Conseil d'État, avec l'audition à la fois du personnel de santé médicale, si j'ose dire les choses comme ça, avec un retour également des milieux directement concernés pour avoir, si possible, des mesures qui soient proportionnées. Alors, vous trouverez toujours, de tout plan de mesures, de toute autorité, quelle qu'elle soit, des incohérences. C'est pourquoi vous faites ceci ou pourquoi vous faites cela. La perfection n'est pas de ce monde, nous ne la prétendons pas, mais nous essayons véritablement, en fonction de la situation sanitaire et des conséquences économiques, d'avoir une politique qui soit à la fois efficace et mesurée dans ses effets négatifs. J'ajoute un point à ce que vient de dire mon collègue pour expliquer quand même la différence qu'il y a entre une fête d'anniversaire dans un restaurant et une fête d'anniversaire dans un, mettons, refuge. Ce qu'on a observé, c'est que dans le restaurant, en fonction des règles qui sont déjà existantes aujourd'hui, vous ne pouvez pas circuler de table en table sans masque en se tapant sur l'épaule, pour faire simple.
ce que vous pouvez faire, évidemment, sans contrôle social, dans un refuge, dans une fête d'anniversaire, où les gens généralement ne mettent pas de masque quand ils sont à une fête d'anniversaire entre copains. Et même s'ils consomment assis, il n'est pas rare de voir des circulations entre les tables. Ce qui évidemment n'est pas possible aujourd'hui, en fonction des plans de protection des restaurants, à l'heure actuelle dans le canton de Vaud. C'est ça la grande différence, c'est vraiment ce contrôle social qui est possible par le fait d'avoir une activité qui se déploie en public et pas en privé. C'est vraiment le fil rouge qui a guidé l'ensemble des mesures du Conseil d'État. Ma question au sujet des écoles, Madame Amarelle, vous avez parlé d'équipes mobiles qui pourraient faire des tests rapides. Je ne sais pas si j'ai bien entendu. Est-ce que ça veut dire qu'il s'agit de tests dont on a les résultats, j'ai envie de dire, tout de suite, ou bien est-ce que c'est les tests habituels où il faut attendre 24 heures Qu'est-ce qu'il en est? Oui, merci pour cette question, Monsieur Cachin. Sur les tests rapides, vous l'avez peut-être vu cette semaine, Unisanté, qui en concertation avec le CHUV, fait partie des instituts universitaires qui testaient ces tests rapides, si je peux le dire ainsi, a communiqué pour parler de l'efficience de ces tests qui donnent des résultats, si je ne me trompe pas, dans 85% des cas. La fiabilité, elle est à 85%. Et donc, ces tests sont désormais validés scientifiquement par Swissmedic. On attend maintenant que la Confédération, que l'OFSP les recommande. Ça va venir. On en a encore parlé hier au sein de la conférence des directeurs de la santé. Cette recommandation va être faite et ce qui a été demandé maintenant par l'OFSP au canton, c'est d'intégrer dans notre stratégie de testing l'introduction de ces tests rapides. J'ai eu l'occasion aussi de m'exprimer en début de semaine à ce sujet pour dire que le canton de Vaud, même avant qu'on nous le demande, allait faire l'acquisition d'un certain nombre de ces tests pour pouvoir les intégrer dans notre système de testing, et les écoles seront un des lieux où ce sera particulièrement utile puisque après 15 minutes, avec un frottis nasopharyngé, on pourra obtenir la réponse si la personne est testée positive ou pas. Dès qu'on aura la réponse, eh bien l'enfant, s'il est positif, sera mis en isolement immédiatement à la maison. Toute une série de choses seront faites au niveau de sa classe pour s'assurer des contacts avec lesquels des contacts qui auraient existé ou pas entre cet enfant ou d'autres, ou bien dans d'autres types de cercles. Là, on ne va pas se concentrer sur les écoles, mais c'est vrai que ces tests rapides pour les enfants sont particulièrement adaptés. On ne va pas tester avec ce type de test rapide des personnes âgées dans les EMS, parce que dans les EMS, on a besoin d'avoir vraiment une certitude à 100%. Et là, les tests avec les PCR qu'on connaît aujourd'hui nous donnent cette certitude. Par contre, pour des enfants, pour des gens a priori en bonne santé, pour vous ou moi, lorsque ces tests seront aussi accessibles dans les centres de tests pour madame et monsieur tout le monde, seront tout à fait adaptés. Et ça, donc, ils seront disponibles théoriquement d'ici la fin du mois de novembre. On attend encore les confirmations de délai et de livraison, mais ça va venir assez rapidement.